Il ne faut pas hésiter à nous mandater pour certains projets, soit que vous ne savez pas faire, soit que vous n'avez pas les ressources. Pour du support technique, donc à travers les frais de maintenance, vous avez accès au support technique, vous avez toujours quelqu'un qui répond quand vous êtes bloqué. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus, il ne faut pas rester tout seul bloqué sur les problématiques que vous pouvez avoir. Et ensuite, toute notre partie qui va être transfert de compétences, que ce soit des travaux guidés, des formations. Donc il ne faut pas hésiter aussi là-dessus à nous faire une liste des points sur lesquels vous souhaiteriez vous améliorer, auxquels vous souhaiteriez étendre vos activités. Ça peut être sur d'autres physiques notamment. Et on mettra en place les cours, s'ils n'existent pas déjà de manière standard, des cours de manière privée qui correspondent exactement à vos besoins. Et c'est dans ce contexte d'accompagnement que s'inscrit ici ce webinaire. Il s'inscrit dans une démarche d'essayer de vous faciliter la vie avec le logiciel Ansys. Donc Ansys vous donne déjà beaucoup de résultats. L'objectif, c'est d'en obtenir encore plus et de manière encore plus évidente. Euh, Concernant le sommaire aujourd'hui, donc on va commencer avec une étude de ressort dans lequel je vais essayer de donner 2-3 conseils pour mettre en place une étude de ressort horloger de manière assez rapide. On va aussi voir une nouveauté, ce qui est sur la précontrainte des ressorts, sans déplacement de goupilles. On va faire ensuite un pas en avant avec la simulation de pièces embarquées qui pose quelques problématiques qu'on va aborder. On va quitter cette partie mécanisme pour aborder une partie habillage, avec notamment un calcul d'étanchéité et une étude de bracelet, ici un bracelet de type caoutchouc. Et enfin, on va tourner la page statique pour aller vers du dynamique. On va notamment parler de RBD et mettre à jour un petit peu la recette qu'on a pu donner dans le passé. Certains d'entre vous la connaissent déjà. D'autres ont encore les conseils qui datent d'il y a plusieurs années. Donc j'aimerais aussi montrer les développements qui ont été faits là-dessus et les conseils adaptés. Euh, et très rapidement, un exemple sur Alesina pour vous présenter l'interface Workbench de Alesina. Et on terminera avec quelques questions et réponses. Voilà. Je vais maintenant couper la vidéo, comme ça on pourra se concentrer exclusivement sur les slides et sur les modèles. Donc n'hésitez pas à poser vos questions par le chat, il y a une partie question and answer. Donc il faut nous solliciter là-dessus. Ça sera des questions auxquelles je vais répondre surtout sur la fin, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et je vais commencer tout de suite avec l'étude de ressort. Donc il y aura les slides quelque part, mais l'objectif c'est de parler surtout des modèles. Donc les slides, ce sera ce que vous aurez à la fin et on va partir sur les modèles tout de suite. Donc en termes d'étude de ressort, on va peut-être ouvrir le modèle G ici. Donc ici j'ai un ressort tout bête que j'aimerais mettre en précontrainte avec une copie. Ça on va le faire dans un deuxième temps. Mais tout d'abord, ce que j'aimerais évoquer avec vous, on va commencer, il va y avoir des conseils un peu de base et des conseils un peu plus avancés. En conseil de base, il y a des choses que j'ai vues que pas tout le monde utilise, notamment l'option de proximité pour le maillage. Très souvent, quand on va générer un maillage, voilà, c'est ce qu'on obtient ici par défaut. J'ai rien changé en termes de paramètres de maillage. Et puis le maillage est tel quel que dans la lame, on a un seul élément ici dans l'épaisseur. Maintenant, on souhaite souvent avoir plusieurs éléments dans l'épaisseur pour une qualité de résultat. Et ce que je vois beaucoup, c'est la démarche suivante, c'est de venir sélectionner ici les deux arêtes et d'imposer une taille d'élément plus petite en espérant que dans l'épaisseur, on se retrouve avec plusieurs éléments. Donc là, je vais générer le maillage et en ayant rajouté ici cette option, eh bien effectivement, il y a toute une phase dans laquelle je me retrouve avec deux éléments dans l'épaisseur et ensuite tout le reste, j'ai un seul élément dans l'épaisseur. Donc on voit qu'ici la démarche n'a pas vraiment fonctionné. Je pourrais ensuite venir et raffiner avec 0,05, mailler à nouveau et espérer avoir plus d'éléments. Donc là, effectivement, c'est le cas. J'ai au moins deux éléments dans l'épaisseur. Ici, quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins régulier. Mais du coup, je me retrouve avec des éléments qui sont assez allongés, qui sont voilà, fins le long de l'arête, épais dans l'épaisseur. Donc nous, si l'objectif, c'est de vraiment contrôler le nombre
d'éléments qu'on va avoir à ce niveau-là, c'est pas la bonne option à utiliser. L'option que j'aimerais ici vous indiquer, c'est une option de proximité. Donc la proximité, c'est ce qui nous permet de définir le nombre d'éléments qu'on veut, justement dans les épaisseurs entre les faces. Donc cette option, vous allez la trouver dans les paramètres de maillage. Déjà, ce qui est important au tout début, c'est au niveau de maillage, il va falloir désactiver ce qui s'appelle ici le Adaptive Sizing. Donc on va mettre non. Et à partir du moment où je mets non, j'ai ici deux nouvelles options qui apparaissent, qui sont la courbure et la proximité. Donc je vais le refaire. Si je fais double-clic, c'est la même chose que si je clique sur la flèche, hein. Ça va tout simplement me dérouler le menu. Si je suis sur oui, j'ai pas l'option de proximité, ni l'option de courbure. Et si je refais un double-clic, je viens d'activer ces options-là, elles sont disponibles. Donc maintenant, dans la proximité, je vais mettre oui. Je vais dire que je veux au moins deux éléments entre les différentes faces. Et je vais à nouveau mailler. Et là, j'ai effectivement deux éléments dans l'épaisseur, c'est ce que nous, on souhaitait avoir. Si maintenant j'en veux 3, il me suffit de dire que j'en veux au moins 3. Alors, il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 6, mais au moins 3, c'est le minimum. Donc je vais générer le maillage à nouveau. Et effectivement, j'en ai bien 3. Si jamais vous avez plusieurs éléments, ici je travaille sur le maillage qui est global, mais je peux très bien dire, laisser ici par exemple la proximité un non, et ensuite uniquement localement venir faire un sizing, un dimensionnement au niveau de ces deux arêtes. Je ne vais pas toucher du tout la taille d'élément et je vais activer uniquement la proximité en disant oui ici. Et là, je me mets ma valeur, par exemple 3, et je devrais obtenir ici la même chose. Alors, du coup, ça s'est loupé. Il va falloir mettre sur les faces et obtenir ici le maillage adapté. Vous voyez, il ne faut pas faire d'improvisation en fait en webinaire parce qu'après on n'obtient pas ce qu'on souhaite. C'est pas très grave. En tout cas, l'option est indiquée ici précédemment, elle fonctionne. Je vous assure que ça fonctionne aussi sur le reste. Il faudra que je regarde ici hors live ce qui s'est passé à cet endroit-là. Puis j'obtiens ici bien ici mes deux éléments. Donc c'est important de garder ça en tête, d'avoir ici la possibilité d'avoir de caractériser le nombre d'éléments qu'on veut dans les épaisseurs. Ça peut être ici entre deux éléments qu'on souhaite. On peut venir sélectionner ici une arête et une autre. Et du coup, on travaillera sur ce qui va se passer entre ces deux arêtes-là. C'est quelque chose qui est important. Donc en faisant ça ici, vous allez obtenir un maillage qui correspond à votre besoin. Ensuite, on avait une autre problématique qui était souvent posée, c'était comment mettre en pré-contrainte les ressorts. Donc historiquement, ce qu'on a toujours dit, c'était ici cette goupille qui est là, et de la déplacer un petit peu en dessous, et de remonter progressivement la goupille pour que le ressort soit mis en pré-contrainte sur le dessus de la goupille. Ça a toujours été la démarche. Maintenant, on va essayer je vais essayer de vous montrer une autre option qui existe et qui va vous permettre de vous affranchir de ce déplacement de goupille. C'est celui que j'ai mis en place ici. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait, déjà le résultat. J'ai établi un contact. Et sans faire un déplacement de goupille, ce que l'on constate ici, c'est que le logiciel ANSYS a bien compris comment le contact devait être établi et va venir déplacer le ressort, la lame du ressort, la déformer, de telle manière à ce qu'on se retrouve sur le contact au-dessus de la goupille. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Alors, on pouvait déjà le faire dans le passé, mais ça ne fonctionnait pas pour une raison très simple que je vais détailler maintenant. Quand on définit un contact de ce type-là, ici on dit bien qu'on a un contact entre, ici c'est la partie contact et target, qui sont identifiés par les zones bleues et rouges. Et j'ai défini ainsi un pinball qui est assez grand, de manière à ce que la partie ici target soit incluse dans le pinball. Donc Ansys a déjà compris qu'il est important de relever le ressort sur le dessus
de la goupille. Dans le passé, avant la release 2020 R1, on pouvait lancer le calcul, mettre autant de pas de temps qu'on souhaitait, et le calcul allait diverger, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à réaliser, puisqu'ici on doit venir faire quand même une déformation qui est conséquente, tout en identifiant quels sont les bons couples de contact en termes d'éléments entre le contact et le target. Depuis la version 2020 R1, il y a une nouvelle option qui existe, qui s'appelle Interference Fit, et qui permet de faire, pendant la mise en place du contact, pas seulement un scaling sur la distance entre le contact et le target, mais aussi un scaling sur la rigidité. Donc c'est un double scaling. Et grâce à ça, on a un système qui va converger. Comment le mettre en place? C'est très simple, il faut malheureusement une commande APDL, c'est pas encore dans les boutons disponibles dans l'interface graphique, mais là maintenant vous pouvez voir ce qu'il faut rentrer, il n'y a rien de plus simple comme commande APDL, c'est une ligne, c'est quelques termes à remplir, c'est toujours standard, vous allez écrire rmodif, c'est le nom de la commande APDL à solliciter. Ici vous allez laisser après la virgule le CID, il fait tout simplement référence au contact. Le 30, vous avez laissé aussi, il fait tout simplement référence à la fonction interference fit qui est incluse dans ce rmodif. Et ensuite le -1 qui signifie qu'il faut mettre la précontrainte en place dès le début du calcul. Et en faisant ça, vous obtenez le résultat indiqué ici, dans un laps de temps qui est très court. Ici on est sur 7 secondes. J'ai mis un certain nombre de sous-incréments, et on voit que la convergence se fait relativement aisément. J'avais essayé de faire aussi ce calcul, je peux vous le montrer, sans utiliser cette option, c'est-à-dire vous désactivez le snippet APDL, donc vous vous retrouvez dans ce qui existait avant la version 2020 R1, et vous avez quelque chose qui diverge. Vous pouvez travailler autant que vous voulez sur le maillage, sur le nombre de sous-incréments, vous n'arriverez pas à converger, en tout cas sur ce système-là. Et à partir du moment où on rentre cette toute petite ligne qui était indiquée dans le modèle, ici je vous enverrai aussi le PDF, et qui est cette ligne de commande ici, eh bien on va avoir convergence. C'est cette ligne qui va mettre en place le scaling sur la rigidité et non plus uniquement sur la distance à parcourir. Voilà. Donc, je vais revenir juste sur le modèle F. Maintenant, je reviens ici sur le maillage. Donc, c'est pour passer un petit peu ce point-là. J'espère qu'il est clair chez vous. On pourra y revenir plus tard après. On a travaillé tout à l'heure sur le maillage. La question de beaucoup d'entre vous aussi dans les cas de support ou dans les cours, dans les formations, c'est est-ce que mon maillage est suffisant ou non? Alors il y a toujours la démarche de venir raffiner et de regarder si la contrainte maximale va augmenter ou non. Ça c'est toujours une démarche universitaire, on va dire, qui vous permet bien de juger à quel point vous avez convergé. Donc ici on serait à 1786, on raffine et puis on regarde si on augmentait ou pas. Maintenant, si vous avez des modèles qui sont conséquents, ça va être coûteux en temps de faire plusieurs itérations comme ça. Et il y a déjà quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez tout simplement venir ici générer à nouveau les contraintes von Mises, mais au lieu de regarder dans les options d'affichage quelque chose qui est moyenné, vous allez cliquer ici sur les différences nodales. Qu'est-ce que c'est les différences nodales? Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on a vu en cours ou pas, mais il y a au niveau des éléments, les déformations et les contraintes ne sont pas évaluées au même endroit. On va avoir les contraintes qui vont être évaluées au point de Gauss, qui vont être, par exemple, si je prends un élément ici, on va avoir un point de Gauss qui va être par là, un point de Gauss qui va être par là. Et l'affichage va se faire au niveau des nœuds. Donc si ici vous avez au point de Gauss 1000 mégapascales, sur l'autre élément vous avez 800, et bien le nœud, quand vous choisissez ici moyenné, le nœud va vous montrer la moyenne entre 800 et 1000, à savoir 900 mégapascales. Maintenant, en choisissant le nodal difference, eh bien, les valeurs que je vais avoir vont être la différence. Si au point de Gauss j'avais 1000 ici, et qu'au point de Gauss ici j'avais 800, eh bien au nœud, le logiciel va me montrer la différence nodale qui est de 200 mégapascales. Plus cette différence est grande, plus le maillage a un besoin d'être raffiné.
Donc ici, quand on regarde, je vais juste remontrer un petit peu l'échelle. Voilà, comme ça, si on la voit. Le maximum était à peu près dans cette zone-là. On voit qu'ici, les différences nodales sont de 75 mégapascals, c'est quelque chose qui est déjà assez conséquent. Après, c'est selon votre besoin, hein, c'est à vous de juger. Est-ce que c'est juste une étude avant-projet pour avoir un ordre de grandeur ou quelque chose qui doit être précis? Moi, ça me paraît quand même assez ici conséquent. Donc l'idée, c'est de venir raffiner le maillage pour réduire ces différences nodales. Voilà, donc là, j'avais déjà préparé le maillage à mettre en place. Donc, je vais faire un unsuppress. Donc ici, j'ai tout simplement sélectionné ces deux courbes. Je n'ai pas donné de taille d'éléments, j'ai utilisé ici l'outil de courbure en disant que j'aimerais avoir de capturer tous les 2 degrés la courbure. Et ensuite, je vais rajouter ici cette fonction d'inflation qui va me permettre d'avoir des éléments de petite taille aussi dans la profondeur. Je vais générer le maillage. Puis là, j'ai un maillage qui est beaucoup plus fin et très structuré dans la zone qui nous intéresse. Et ensuite, je peux relancer le calcul. Je vais juste supprimer celui-là, on va en parler juste après. Voilà, solve. Le calcul est en cours. N'hésitez pas hein, pendant vos calculs de venir voir un petit peu comment la convergence se passe en cliquant sur Solution, Solution Information et en affichant ici la convergence en force. Donc on a ici notre résultat, Nodal Difference. Donc on voit ici qu'on a des différences nodales qui sont beaucoup plus restreintes que précédemment, notamment dans la zone qui nous intéresse ici, puisqu'on est en dessous du mégapascal. On peut venir ici regarder nos contraintes. Effectivement, on a eu un saut hein, en termes de valeur. On était dans les 1780, on est là en 1930. Mais là, vous avez déjà l'assurance d'avoir quelque chose qui est très précis, uniquement en regardant ici ces différences nodales qui sont très faibles dans les endroits de contrainte maximale. On me pose aussi souvent la question, qu'est-ce qui est la traction, qu'est-ce qui est de la compression, puisque ici, quand on parle de contrainte von Mises, ben, c'est des valeurs qui sont moyennes, hein, selon tout type de sollicitation. Eh bien, il faut venir afficher ici les valeurs maximales et minimales de contrainte principale. Donc ici, maximum principal ou minimum principal. Le maximum que vous avez là, ça va être la valeur maximale, c'est la traction. Le maximum du maximum, c'est la traction. Le minimum du minimum, ici, c'est de la compression. Donc, traction 1914. Ici, en compression, on est sur du 1930 mégapascal. C'est des valeurs qui sont très élevées. Hein, c'est juste quelque chose qui est schématique. Hein, j'aurais pu mettre le goupille autre part. Ce n'était pas l'objectif d'avoir quelque chose de physique, mais plutôt qui corresponde en termes d'utilisation ce dont vous avez besoin. Donc là, je pense qu'on vient de voir là-dessus pas mal de choses. On vient de voir comment mettre en place la précontrainte sans déplacer la goupille, regarder la qualité des résultats, mailler, que ça soit avoir un maillage structuré, contrôler le nombre d'éléments dans l'épaisseur. Qu'est-ce qui est de la compression, qu'est-ce qui est de la traction. Et une dernière chose qu'on peut regarder, c'est l'outil fatigue. Donc c'est bien d'avoir ici des contraintes, il faut savoir si ça plastifie ou pas. Une des questions qui revient aussi souvent, c'est comment est-ce que j'évalue la fatigue. Donc en termes de fatigue, il y a cet outil qui est disponible sous solution. Hein, donc je le refais, insertion, fatigue tool, c'est l'outil fatigue. On va faire un clic droit et on va venir regarder ici l'avis de notre système. Donc comment est-ce que ça s'est calculé? Eh bien, tout simplement avec les propriétés matériaux, il faut que la courbe de Wöhler soit donnée dans les propriétés matériaux. Et ensuite ici vous avez la possibilité de regarder comment se passe votre cycle. Donc là, ça serait en compression-traction. Nous, en réalité, on part de 0. Donc je pars de 0 et ensuite je viens compresser, etc., etc. Donc je vais calculer comme ça le nombre de cycles en termes de durée de vie. Donc ici, on le chiffre, ça c'est le nombre de cycles qui existe. Et on peut aussi venir chiffrer, notamment un facteur de sécurité par rapport à un objectif qu'on se serait donné. Par exemple, si l'objectif c'est 25 000, ben, je tape 25 000, ça c'est l'objectif. Puis je regarde où est-ce que je suis au-dessus, où est-ce que je suis en dessous. C'est ma marge. Donc partout où c'est rouge, ben, c'est pas bon.
c'est qu'on va être en dessous de la limite en fatigue. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie ressort, tout bête. J'aimerais juste aussi en profiter pour rappeler que nous, si jamais certains d'entre vous l'ont pas suivi, on a notre cours standard horloger que beaucoup d'entre vous ont déjà suivi, qui est celui présenté ici, avec donc tout un type de calcul, d'exemple, que ce soit pour l'habillage ou pour le mouvement. C'est quand même essentiellement basé sur le mouvement. On va parler après des options habillage qui sera donné le 15 et 16 octobre ici à Renan. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, j'aimerais parler de tout ce qui va être pièces embarquées. Je vais vous montrer un modèle. Je vais aller sur le modèle E, ici présent. Parfait. Donc on a un exemple ici avec une roue à colonne, qui n'est pas réalisée entièrement. La bascule, le ressort qui est embarqué en fait sur la bascule, avec ici la goupille qui doit suivre la bascule. Et je suis sur un système qui est 2D. Et une des problématiques qui est souvent posée, c'est déjà comment faire une liaison en 2D, puisqu'en fait en liaison, quand on vient, c'est pas disponible, c'est disponible uniquement en 3D. Donc si on ne veut pas utiliser d'APDL, il y a un système qui est tout bête, qui fonctionne très bien, c'est de venir ici mettre en place des points distants. Donc je vais mettre en point distant, donc ici c'est une pivot qui doit être réalisée entre la bascule et le ressort. Donc ici je viens de prendre le ressort. Ensuite je prends la bascule là-dessous. Donc j'ai deux nœuds qui ont été créés, qui sont au même endroit. Et maintenant dans la partie statique structurelle, il faut que je mette en place tout simplement des équations de contrainte. Alors je vous en montre un, après ça sera toujours pareil. Je vais sélectionner un de mes nœuds. Donc là on ne voit pas le terme, voilà. Après j'aurais pu le renommer. Ici 1 et 2, mais sinon ça peut être ressort et bascule. Je prends un degré liberté, par exemple le déplacement en X. Je vais rajouter ici une ligne, je vais prendre mon deuxième point distant, et je vais prendre aussi ici X. Je vais mettre des coefficients qui sont 1 et moins 1, et là vous allez voir, vous allez tout comprendre, c'est tout écrit sur le dessus. L'équation que je viens de mettre en place, c'est que le premier point distant fois 1, plus le deuxième point distant fois moins 1, en termes de déplacement x doit être égal à 0. Si on remet tout de part et d'autre, je suis en train de dire que les deux points distants doivent avoir le même déplacement x. Et ensuite, je peux dire pareil, duplicate ici en y. En z, je laisse libre. Et donc là, c'est bon, c'est fait. Je viens de dire que mes deux points distants, celui lié au ressort, celui lié à la bascule, doivent se déplacer ensemble en x et en y et peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de rotation en z. Voilà. En termes ici de précontrainte, donc vous avez vu déjà la méthode sans déplacer la goupille. Maintenant au niveau de la goupille, ce qui peut être un petit peu délicat, comme ici on est en 2D, on a envie de mettre une liaison liée, bonded, entre la goupille et la bascule, et en même temps reprendre la même arête de la goupille et faire un contact non linéaire avec le ressort. Et ça en 2D, ça ne va pas fonctionner. Ceux qui ont essayé, vous avez déjà eu ce message d'erreur. On ne comprend pas comment on peut être bonded sur la même arête avec une pièce et en contact frictionnel avec une autre. Donc ici, la technique, elle est toute bête. C'est exactement ce qu'on vient de voir avec les équations de contrainte que je viens de présenter ici. On va créer un point distant au niveau de la goupille, un point distant au niveau de la bascule. On va créer trois équations de contrainte en X, en Y et en rotation cette fois-ci autour de Z. Et comme ça, notre goupille elle va toujours suivre la bascule et il nous suffit de mettre un petit contact tout normal, comme présenté précédemment, entre la lame du ressort et la goupille. Donc je vous montre ce que ça donne. Je vais vous montrer le système résolu. Comme ça, c'est la partie D. Voilà. Là, c'est le système. Vous avez les équations de contrainte, comme indiqué précédemment, qui sont les trois que j'ai mis en place entre les deux goupilles, les deux pivots X et Y. Et ensuite, vous avez, comme indiqué précédemment, au niveau des contacts, le petit snippet qui permet de mettre en place la précontrainte du ressort sans déplacement de goupille pour le résultat suivant, indiqué ici. Donc là, je mets en place ma précontrainte en haut, la précontrainte au niveau ici de la bascule. Je relâche le tout, je vais avoir un mouvement de la bascule et la roue à colonne qui va être tirée vers l'arrière.
Donc l'idée, c'est qu'avec un Ansys Mechanical, en statique, vous n'êtes pas seulement limité à des ressorts qui sont séparés les uns les autres, mais vous pouvez vraiment tout mettre en place, les pièces avec les autres, et ainsi avoir une vue d'ensemble de votre mécanisme. Ce qui est important, c'est juste qu'il n'y ait pas des sauts d'une pièce à l'autre. Ça, c'est la seule limite. Avec un solver implicite, on ne peut pas le faire. Parfait. Maintenant, je vais aller un petit peu plus vite. Je vois qu'en termes de temps, j'ai quand même utilisé la moitié du temps disponible. Alors, je vais vous faire un saut sur la partie de la partie mouvement à la partie habillage. Donc, c'est un exemple que j'avais déjà présenté à Bussini, que je vais vous représenter à nouveau. C'est un exemple sur une boîte entière avec pénétration de pression. Donc comment est-ce que la pénétration de pression peut être mise en place? C'est encore ici avec des snippets, mais ça, une fois que vous l'avez fait une fois, c'est toujours du copier-coller, c'est toujours la même chose, il ne faut pas avoir peur. La première fois, c'est beaucoup de texte à écrire, mais ensuite, c'est vraiment du copier-coller, c'est tout le temps la même chose. On va tout simplement dire, ici, prendre nos contacts et activer une option qui s'appelle l'option de pénétration de pression. C'est la key option 14 au niveau des contacts. Et une fois qu'on l'a activé, il nous suffit de donner un point de démarrage. Par exemple, ici, on va regarder ce qui se passe au niveau du joint ITREL. On va dire, voilà, ma pression, je veux qu'elle soit mise en place à partir de ce point-là et qu'elle pénètre de part et d'autre du joint ITREL. Donc, on lui donne un nom qui s'appelle Start Fluid ITREL, on peut l'appeler comme on veut. Et ensuite, on va tout simplement créer un snippet dans lequel on utilise ces deux options qu'on a utilisées précédemment. On crée une carte. Ici, j'ai plusieurs load steps. Et puis, je vais mettre la pression uniquement ici au 7e load step. Avec le texte qui est indiqué ensemble. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Ici, on retrouve les mêmes termes que précédemment. Start fluid ITREL. La pression qui est définie ici. Et on peut comme ça lancer notre calcul. Qu'est-ce qu'on obtient par rapport à une pression ordinaire? Je vais notamment le montrer avec le joint ici MBR. Quand je lance le calcul, donc ici, je vais montrer les résultats, l'animation. C'est en train de se charger. On va avoir ici la compression du joint ITREL. Et là, maintenant, on a la mise en place de la pression. Et la pression, vous allez voir comment elle va pénétrer. Elle va permettre de pousser ici le joint sur la surface intérieure. Et la déformation du joint va évoluer avec cette pression. Ça vous permet ici d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus précis par rapport à une utilisation d'une pression normale. Et notamment la visualisation de la pénétration de la pression. La pression ici, vous l'avez en rouge, ici de 10 bars, et vous voyez jusqu'où elle va. Elle ne pénètre pas plus loin. Pourquoi est-ce qu'elle ne pénètre pas plus loin? Parce que quand vous regardez les pressions de contact, eh bien on a des pressions de contact qui sont supérieures à la pression de l'eau. Si jamais on avait une ouverture, eh bien, par calcul par pénétration par pression, eh bien, on aurait la pénétration du fluide sur cette zone-là, et donc le joint qui va changer de forme suite à cette pénétration. Donc ça vous permet d'avoir des résultats qui sont vraiment plus précis qu'avec une pénétration toute simple. Ça c'est pour la pénétration de pression. Je vais juste le remontrer ici. Mise en place de la pénétration de pression, donc les pressions de contact qui évoluent avec la pénétration de pression. Et sur le dessus, ce que je n'avais pas montré précédemment, le chassage du joint, je vais peut-être le montrer sur les contraintes. Voilà. Donc ce que j'aimerais donner comme conseil, on a souvent des problématiques de convergence dans les cas de support. J'aimerais juste rappeler un petit peu notre recette après qu'on va en cours et tous ensemble. Donc ici, ça sera un petit peu caricaturé, mais tant pis, ça permet au moins d'avoir quelque chose. La première, ici, dans des cas de chassage comme ça, c'est toujours d'activer l'option Lagrange augmentée, de toute façon c'est par défaut, de mettre la partie flexible ici du joint en contact et la partie glace ici en target, en cible. Et par rapport à ce qui se faisait dans le passé, il y avait une option qui n'était pas disponible à l'époque, qui pendant un temps l'était, mais était trop coûteuse en temps par rapport aux avantages. Maintenant, j'ai envie de dire l'utiliser tout le temps. C'est sélectionner au niveau des rigidités,
de mettre à jour la rigidité à chaque itération avec l'option ici agressive en anglais, rigoureuse en français. Donc il suffit pas de mettre each iteration, mettez vraiment each iteration aggressive et ça va vraiment faire une différence en termes de convergence, ça va vraiment vous aider. En termes aussi de rigidité de contact, entre glace et joint, il faut mettre quelque chose qui est assez élevé. Ici j'ai mis 0,8, ça pourrait être 1. Par contre, si vous regardez le contact entre le joint et la lunette, là par contre, n'hésitez pas à mettre quelque chose qui est faible. Alors faible, c'est pas 0,05, c'est ce qui se faisait à l'époque. Entre-temps, ce qui s'est fait en termes de paramètres par défaut sur ANSYS, en termes de rigidité, ça a été multiplié presque par 10. Donc maintenant, il faut mettre des valeurs qui sont pas en dessous de 0,1. 0,2, 0,3 c'est pas mal, 0,1 en plus petit, mais n'allez pas sur du 0,01 si vous aurez des pénétrations qui sont très très conséquentes. Voilà un petit peu pour mettre à jour cette recette-là, et surtout voilà, de conseiller cette each iteration aggressive, cette option qui n'est pas forcément connue de tout le monde. Après pour rester dans le domaine de l'habillage, j'aimerais vous montrer un autre exemple. C'est un exemple ici qui est tout bête, c'est un bracelet en caoutchouc dans lequel on va le fixer au niveau de la tige et on va le tourner au bout du bracelet et on va regarder quelles sont ici par exemple les élongations à plusieurs endroits. Donc c'est quelque chose qui peut paraître assez complexe à mettre en place parce qu'il y a quand même pas mal de déformations, c'est extrêmement non linéaire. Le modèle matériau qui est mis en place ici, c'est le caoutchouc, c'est un petit peu comme les propriétés matériaux du NBR. Ça a des choses qui sont hyper élastiques. Ici, donc c'est un matériau qui est à base de formulation Mooney-Rivlin qui a été utilisé ici. Et c'est un calcul qui se fait de manière extrêmement aisée. Alors en termes de convergence, ça n'a pas été optimisé, mais il y a très peu de bisection. Et surtout en termes de temps de calcul, on est sur 4 cœurs sur le laptop, sur quelque chose qui est autour de 5-6 minutes. Donc c'est aussi pour vous, voilà, pour vous motiver à utiliser aussi le logiciel sur ce type d'applications qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément en tête dès le début. Donc je peux peut-être montrer rapidement au niveau du bracelet. Donc, dans les engineering data, au niveau du caoutchouc, c'est ici où vous mettez votre paramètre Mooney-Rivlin. Donc si c'était quelque chose de très simple qu'on a mis en place et qui vous permet d'arriver à quelque chose qui est déjà très réaliste. J'aimerais peut-être appuyer sur deux messages différents. Le premier, c'est qu'en termes d'habillage, donc nous, on a quand même pas mal d'exemples qui existent, qui font pas partie du cours standard, mais qui demandent qu'à être partagés. On les partage déjà avec plusieurs partenaires horlogers. Et c'est pour ça que je me permets aussi de faire un petit peu ici de publicité pour une formation habillage spécifique. Ça peut être pour des gens qui n'ont jamais travaillé avec ANSYS. Dans ce cas-là, on fait même l'introduction à ANSYS Workbench, ou des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience, qui voudraient une application plus spécialisée. Donc ça peut être déjà l'exemple que j'ai montré avec le chassage de glace, la pénétration de pression, la déformation, savoir aussi s'il y a eu déformation plastique du fond sous pression et comment est-ce qu'on peut optimiser l'épaisseur du fond. Donc tout ça, c'est le même exercice que ce que je viens de vous montrer, ça fait partie de ce cours qu'on propose en formation habillage. Le bracelet aussi, ou des études de bride, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une accélération. Donc tout ça, ça peut se faire en statique. On peut même aller plus loin sur un ressort de lunettes tournantes, etc. Donc ça dépend aussi de vos besoins. Donc l'idée, c'est qu'il y a déjà des exemples tout prêts qui existent. Il suffit juste de nous solliciter. Et si jamais vous avez vos propres problématiques, il ne faut pas hésiter à nous en faire part et on construira un cours sur mesure là-dessus. Peut-être sur autre chose, j'ai montré plusieurs choses, dont l'outil fatigue par exemple, comment aller plus loin avec des pièces embarquées. C'est vrai que ce sont des étapes supplémentaires par rapport à ce qui se fait en cours standard, à ce que vous avez pu faire en cours standard. Si jamais vous avez envie de voir des choses pour aller plus loin,
J'ai pas non plus évoqué en termes de temps, là, si on n'a qu'une heure, mais comment faire de l'optimisation avec Design Explorer, etc. Ou l'outil acoustique, comment juger un petit peu comment se comporte une boîte lors de la sollicitation du timbre horloger, ou tout simplement s'il y a un bruit de mécanisme qui n'est pas désiré. Euh, donc toutes ces problématiques-là, nous, on en fait des cours sur commande. Ça peut être une seule journée dans laquelle vous venez avec plusieurs problématiques, ça peut être même à 5-6 problématiques, et puis nous, on vous donne toutes les informations qu'il vous faut pour aller plus loin avec l'outil fatigue, aller plus loin avec Design Explorer, aller plus loin sur vos problématiques. Et c'est vraiment du sur-mesure. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus. Soit vous venez chez vous, soit chez nous, soit on vient chez vous, ou soit par webinaire, comme on fait actuellement, avec cette fois-ci plutôt un échange. C'est vrai que c'est pas facile de ne pas vous voir par vidéo, de ne pas vous entendre, mais là, ça sera le cas lors de ces formations, bien entendu, pour qu'on puisse échanger autant que possible, autant que requis. Donc voilà pour cette partie un petit peu statique, mouvement et habillage. Et ensuite, je vais aller sur la partie dynamique et notamment sur RBD. Donc pour RBD, il y a eu plusieurs améliorations qui ont été réalisées au niveau du solver. Il est toujours en cours de développement. Enfin, il est déjà développé, mais les améliorations, le développement n'est pas mort. Au contraire, il y a chaque année aussi des nouvelles releases sur RBD. Qui paraissent pas forcément aux yeux du grand public, parce que ça va pas être une nouvelle option, mais ça va être l'amélioration des formulations et des algorithmes qui sont derrière. Donc comme ces améliorations, c'est pas forcément des choses dont on parle à chaque fois, mais elles existent bien. Et on a commencé aussi à donner des nouvelles recommandations en termes de RBD. Donc ceux qui n'ont jamais fait de cours RBD, ça vous parlait peut-être ça va sembler un petit peu chinois peut-être. Ceux qui en ont déjà fait, j'aimerais juste partager avec vous ces nouvelles recommandations. Et si jamais vous vous sentez un petit peu bloqué, ne pas hésiter à nous appeler, soit moi personnellement ou dans le cadre du support, euh, ou dans le cadre d'un update comme ce que je viens d'évoquer précédemment. Donc ici, je vais vous montrer deux exemples. Il y en a un ici, c'est au niveau de l'échappement. Donc j'ai pu ici simuler, je vais vous montrer ici en vidéo, il y a pas mal d'itérations. Donc on est ici sur 4 secondes et j'aurais pu continuer encore au-delà. Il n'y a pas de souci de convergence, le calcul se fait assez rapidement. On va voir le temps de calcul ensemble. Je l'avais indiqué dans une slide, je vais juste me le mettre sur le côté pour vous l'indiquer. Donc en termes de temps de calcul, j'étais sur 4 cœurs, donc sur le laptop 4 cœurs, je suis sur 30 minutes de calcul pour 4 secondes ici. Donc c'est quand même quelque chose qui est très acceptable. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça? Dans le passé, pour ceux qui connaissent, on conseillait d'utiliser, quand il y avait des problèmes, le solver Morojan, qui est un solver, on va dire, tout-terrain, qui permet d'arriver à des résultats désirés quasiment à coup sûr, mais ça demandait d'avoir des pattes de temps qui sont extrêmement faibles. Maintenant, ce que j'aimerais conseiller en termes de première approche, c'est toujours utiliser le solver Runchkuta ou Runchkuta 4, même je préciserai, ou Implicit Generalize Alpha. Ces deux solvers, ils ont pour particularité d'être ce qu'on appelle événementiel, c'est-à-dire que si jamais le contact est loupé, le solver va être capable de faire un retour en arrière. C'est l'équivalent d'une bisection sur l'analyse statique. Alors que le Morojan va toujours de l'avant. Le Runchkuta 4 permet d'avoir des résultats de très grande qualité parce qu'il ne tolère aucune pénétration, alors que le solver implicite va en tolérer. Donc j'essaierai toujours Runchkuta 4 en premier. Si jamais on a des soucis, Implicit Generalize Alpha, comme ici avec beaucoup de sauts, Implicit Generalize Alpha, ça sera plus conseillé. Vous pouvez essayer les deux, vous allez voir ce qui fonctionne le mieux. Le grand changement aussi, c'est en termes de contact, de toujours mettre par défaut Force Frictional Sliding. Il y a l'option sliding qui est disponible. Alors ici, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas activé les options bêta, mais qui est une option bêta qui ne donne pas des résultats probants. Donc il faut toujours utiliser Force Frictional Sliding. Ça va vous permettre, ça ne peut pas faire du sticking, ça ne peut pas modéliser l'adhérence. Par contre, ça va bien considérer votre frottement. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est de mettre toujours ici Geometry Based et non pas Mesh Based. Il y a le choix entre les deux. Donc, je vous déconseille Mesh Based, ça permet d'obtenir parfois des résultats plus facilement, mais ça péjore la qualité des résultats. Et le Geometry Based, avec les options que je vous donne ici, vous allez voir, il n'y aura pas de souci, vous allez obtenir des résultats assez rapidement.
Maintenant, le Geometry Based, il va vous aider. En quoi est-ce qu'il va vous aider? C'est que comme ça se base sur la géométrie, vous n'avez pas besoin d'un maillage qui est très fin. Donc ça, c'est le type de maillage qu'il faut essayer d'avoir constamment pour avoir des temps de calcul qui sont très faibles. Ici, c'est du quasi 2D parce que j'ai des liaisons qui sont parfaites, sans jeu au niveau des pivots. Donc il faut avoir un seul élément dans l'épaisseur, ça suffit. Tout ce que vous avez en plus, c'est coûteux. Il faut juste raffiner un petit peu au niveau des rayons. Ici, par exemple, j'ai mis 2 éléments, donc vous voyez, c'est pas un raffinement qui est conséquent, hein. Et uniquement en faisant ça, vous allez avoir un système qui va converger et très bien calculer. Je vais vous montrer quelque chose qui va être parlant pour vous. Pourquoi est-ce que le calcul va vite? Ici, c'est le pas de temps que fait mon solver Implicit Generalized Alpha. À partir du moment où il peut se permettre des grands pas de temps, il va le faire. À partir du moment où il faut qu'il ralentisse, notamment au niveau des contacts avec les palettes ou les butées, il va ralentir et utiliser des petits pas de temps. Et ça, il va le faire constamment. Et c'est ce qui permet d'avoir un temps de calcul final qui est bien, assez correct, ici 30 minutes, parce qu'on est toujours, on va vite quand on peut aller vite et on va lentement quand on doit aller lentement. Et ça, c'est permis uniquement parce qu'on a un solver qui est événementiel et qui peut aller en arrière, faire une sorte de bisection si jamais il voit qu'il a loupé le contact. Avec Morojan, c'est pas possible. Donc la recette, elle est au final très simple. Geometry based, force sliding frictional, implicit generalized alpha ou Runge-Kutta 4, et avoir un maillage assez grossier avec un seul élément dans l'épaisseur. Et vous allez avoir quelque chose qui va être probant, qui va fonctionner vraiment à l'essentiel du temps, quasiment du premier coup. Donc il ne faut pas hésiter nous contacter pour suivre en cours RBD si jamais vous aviez peur et que vous voulez participer à cela. Nous, on le fait en une journée, ce cours-là s'il faut, 2 jours s'il faut qu'on prenne du temps sur vos exemples à vous. Et pour tous ceux qui avaient eu des problèmes peut-être il y a quelques années, n'hésitez pas hésiter à réessayer maintenant. Maintenant, j'aimerais montrer un deuxième exemple dans lequel j'ai aussi mis en place cette recette. C'est un exemple qu'on a montré plusieurs fois, mais avec Morojan. Et cette fois-ci, j'ai mis en place la recette telle que je viens de vous la montrer, avec ici ce quantième plus complexe, hein. Donc on a ici des rouages, il y a des rouages derrière aussi, que je ne montre pas. Et c'est donc le quantième qui a permis de passer ici du 29 à 30. Et c'est un calcul qui se fait sur 1 heure sur 4 cœurs. Donc c'est quand même quelque chose qui est très acceptable. Et en termes de rouage, on est vraiment en gestion de contact. On est capable sur RBD de mettre des liaisons, c'est-à-dire quand je tourne une roue de tel degré, imposer une rotation de tel autre degré, ça ne permet pas de prendre en compte la performance, le rendement des rouages, mais ça permet d'avoir des calculs beaucoup plus rapides. Ici, j'ai fait au plus compliqué, au physique, et j'ai un calcul qui se fait en 1 heure, sachant que le nombre de rouages derrière ces 2 roues est du même ordre que ce que vous voyez là. Donc on a quand même pas mal de contacts ici en place, et puis le calcul se déroule assez bien. Et en termes de, ici avec Runge-Kutta 4, et en termes de maillage, je vais vous le montrer. On est vraiment sur le même type de maillage que ce que je vous indiquais précédemment. Donc un élément dans l'épaisseur. Et puis voilà, quelque chose qui est assez grossier quand même, hein. Voilà, donc c'est ça qu'il faut, hein. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et c'est comme ça que vous avez des temps de calcul qui sont très faibles. Après, dans les mois prochains, on vous fera aussi une introduction en Motion, qui est en gros un RBD amélioré, qui permet d'avoir des temps de calcul qui sont quasiment imbattables là-dessus. Mais c'est pour d'autres applications qui vont être, on va dire, plus coûteuses en temps ou avoir des temps de calcul encore plus réduits. Mais en tout cas, je pense que RBD, c'est déjà un très bon outil pour faire du calcul dynamique rigide, déjà de base. Et j'aimerais aussi peut-être j'en profiter, donc je parle un peu de tout ça en même temps. Mais en termes de package, il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà une licence premium uniquement pour des raisons de matériaux, parce qu'avec la licence premium, vous avez les joints, les matériaux hyper élastiques, comme pour les joints par exemple NBR, vous avez la plasticité multilinéaire comme pour les joints ITREL. Bien, une fois que vous avez ce package pour ces raisons-là, vous avez aussi RBD qui est inclus, donc comme c'est quelque chose que vous avez, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ou inversement, certains d'entre vous ont voulu RBD, et puis maintenant vous avez aussi du coup dans ce package-là, c'est la force de ce package premium, des propriétés matériaux qui sont beaucoup plus poussées, et il ne faut pas hésiter à les utiliser dans les calculs statiques. L'outil que j'ai montré tout à l'heure, qui était cette interference fit, pour mettre le ressort en pré-contrainte sans déplacement de goupille,
c'est quelque chose qui nécessite uniquement la licence Pro, et c'est là vraiment un avantage, c'est tout nouveau depuis 2020 R1. Dans le passé, on arrivait à se débrouiller quand on avait des pièces embarquées avec du Ekill et E-Live, c'est-à-dire on activait, désactivait le contact au niveau de la goupille. C'est-à-dire que la goupille, quand elle n'était pas dans la bascule, le contact était désactivé, on place la goupille avec la précontrainte du ressort au niveau de la bascule et on activait le contact à ce moment-là. Ça marchait, c'était compliqué en termes de pré-processing et surtout ça nécessitait une licence premium. Maintenant c'est fini, vous pouvez déjà faire tout ça avec moins de travail et en plus avec une licence qui est la licence Pro. Donc ça vous permet d'utiliser voilà, moins de licences plus coûteuses. Voilà, donc c'est en résumé, si jamais il y a d'autres choses qui vous intéressent dans ce tableau, n'hésitez pas à regarder. Et puis voilà, j'appuie bien sur le fait que ce package premium, il est vraiment complet pour l'horlogerie. Je pense qu'en termes de prix et de ce que ça permet de faire, c'est quelque chose qui est très intéressant, que ça soit voilà, matériaux et une introduction à la dynamique. Parfait. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, peut-être dans la partie Alesina, je pense que je vais la sauter parce qu'il n'y avait pas grand-chose à montrer. Je voudrais juste vous montrer une option supplémentaire, comme ça tout le monde l'a vu, ça c'est sur cette nouvelle interface graphique, donc pas forcément tout le monde connaît. Si jamais je veux faire des choix multiples, par exemple dans RBD c'est vachement pratique quand on veut utiliser, sélectionner toutes les dents, mais seulement les mêmes surfaces de toutes les dents. Ce que je peux faire, c'est venir sélectionner ma surface, venir dans Sélection, je fais Size, Select all entities with the same size, et là j'ai sélectionné toutes les surfaces qui avaient les mêmes dimensions. Là, je vais le mettre dans ce qu'on appelle un presse-papier ou un clipboard en anglais. C'est dans mon clipboard. Maintenant, je vais sélectionner le bout de ma dent. Je vais faire la même chose. Je vais sélectionner toutes les extrémités des mêmes tailles. Donc ici, on voit qu'il y a aussi celles-là qui ont été sélectionnées. Et je vais le rajouter, Add Selection to Clipboard, à mon clipboard. Je peux rajouter autant de choses que je veux dans mon clipboard. Et ensuite, je fais Select Items in Clipboard. Et en faisant cela, ce que j'obtiens, eh bien, c'est la sélection c'est l'ensemble des sélections précédentes. Et ça, vous pouvez le mettre dans un contact, par exemple. Vous pouvez créer une sélection nommée. C'est un outil qui est quand même très performant pour aller très vite dans la mise en place de choix de maillage, de choix de contact. Voilà. Et peut-être un dernier point sur la partie nouvelle interface graphique que vous voyez ici. Donc c'est pas uniquement RBD, hein, c'est Antis Mechanical, c'est Workbench LS-DINA, c'est toutes les applications mécaniques de Antis Workbench. Si vous cherchez une option, vous savez plus où elle est, vous tapez juste Units, et là ça vous montre où sont ces options. Si je clique dessus, ben, j'active l'option, ou alors je clique sur Take Me There. Et là, l'avantage de ça, c'est qu'en plus, je suis moins bête. Maintenant, je sais où est-ce qu'il y a l'option. Elle est là, dans Home, Units, et effectivement, je peux sélectionner ce que je veux. Donc, ce Tag Misère, il est assez puissant là-dessus, et ça permet de retrouver les options qui nous manquent. Puisque là, il me reste quelques minutes uniquement. Donc, je vais essayer de clore là-dessus. Je réfléchis juste si j'ai un moment pour vous montrer l'environnement Workbench LS-DINA. Je vais juste vous montrer une vidéo qui avait été ici réalisée, enfin un exemple d'application qui a été réalisé par notre stagiaire Ghislain Racine dans le cadre de son stage. C'est un exemple ici de balancier dans LS-DINA. Juste pour dire que Workbench LS-DINA, c'est pas uniquement c'est pas uniquement sur LS Prepost, c'est aussi sur Workbench avec la même interface graphique. L'essentiel de ces pièces ci sont rigides, non, elles sont toutes maillées, mais elles sont toutes en rigide. On peut faire du calcul uniquement avec des pièces rigides. N'hésitez pas à le faire sur Workbench LS-DINA. Vous avez des temps de calcul qui sont vachement réduits. Ici, sur ce balancier-là, il y a quand même pas mal d'amplitudes d'oscillation qui ont été simulées, et ça prend sur 8 cœurs uniquement une demi-heure ici. Donc il ne faut pas imaginer qu'LS-DINA c'est forcément 8 heures de calcul, quelque chose de très coûteux. Le rigide permet de faire déjà pas mal de choses. Et ensuite, on peut en parler ensemble sur les options à mettre en place. Il y a beaucoup d'options qui sont disponibles pour modifier les options de contact. Il n'y a pas besoin de passer forcément par des commandes. Alors, c'est pas du APDL ici, ce sont des snippets, des cartes LS-DINA, mais on peut en mettre, mais c'est pas uniquement, c'est pas forcément requis. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser LS-DINA dans son environnement Workbench.
Et peut-être un conseil supplémentaire, le 2D c'est du bêta dans Warbench, donc faites aussi attention à ça, c'est pas forcément beaucoup plus long de faire du 3D sur LSD1, et vous, grâce à cela, si vous avez des options, des éléments flexibles, eh bien vous avez quelque chose qui est plus réaliste, puisque vous pouvez avoir du flambement par exemple, ou du flambage qui peut se passer dans une dimension supplémentaire, une dimension 3D. Donc ça c'est peut-être un conseil général que je peux donner face aux cas de support que j'ai pu recevoir aussi, qui étaient basés sur des cas 2D. Et que le passage au 3D avait permis de résoudre. Voilà, donc maintenant pour clore ce webinaire, j'aimerais juste rappeler eh bien, cette vision d'accompagnement qu'on a chez nous, chez 4FEM. Donc n'hésitez pas à nous accompagner. J'ai évoqué ici plusieurs possibilités, par exemple, de cours ou de séminaires, que ce soit RBD, l'habillage, des updates, pour aller plus loin, des cours privés pour correspondant à vos problématiques spécifiques. Ça peut être aussi du consulting. Pour nous contacter, eh bien c'est très simple. Donc soit vous nous contactez directement, ici il y aura mon contact, à Nico Rakai, que l'essentiel d'entre vous connaît, qui est en congé maternité cette temps-ci. C'est Roberto Rossetti, notre directeur, qui assure l'intérim jusqu'à août pour la partie commerciale et vente. Et sinon, les deux adresses, comme d'habitude, hein, pour le support, si jamais vous avez des questions, vous êtes bloqué, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse-là ou à ce numéro de téléphone, ou pour des choses plus générales sur info@4fem.ch. J'aimerais peut-être aussi vous amener sur les prochains événements. Donc demain, on va avoir un événement plutôt pour les managers, mais pour tous les gens curieux sont bien sûr les bienvenus. Ça va être toutes les applications horlogères, pas uniquement mécaniques, avec uniquement des exemples horlogers cette fois-ci, contrairement à notre présentation Bussini qui était plus basée sur des modules, et qui va être suivie par une présentation grand A, ici toute industrie, sur la gestion et la bibliothèque de propriétés matériaux. Et ensuite, vous aurez la semaine prochaine Anti-Simulation World du 10 au 11 juin, qui est la plus grande conférence au monde en simulation, avec plus de 20 000 participants. Il y a un très grand nombre d'entreprises qui vont présenter leur utilisation, leur manière d'utiliser ANSYS. Et enfin, le forum 4FEM en Suisse romande, qui cette fois-ci ne se fera pas le PFL, mais qui sera fait en manière virtuelle sur plusieurs après-midi, 2 ou 3 après-midi, c'est encore à convenir. Mais vous pouvez déjà noter ici les dates et les liens. Voilà, donc je dépasse un petit peu sur le temps. J'ai vu qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Je me permets juste de répondre à deux d'entre elles notamment qui sont très pertinentes. Il y en a une, on me pose la question, utilisez-vous la formulation Lagrangien normale? Oui, tout à fait. Je l'utilise, c'est très important. C'est vrai que là, je ne l'ai pas spécifié parce que le temps est restreint. Le Lagrangien normal, il est très puissant. Moi, je le conseille à partir du moment où on a des contacts qui sont déjà établis, auxquels il n'y a pas trop de risque de perdre le contact. Utiliser le Lagrangien normal, ça vous permet d'avoir des résultats de très grande qualité parce que vous n'avez pas de pénétration. Et j'ai envie de le conseiller aussi, notamment dans la gestion, par exemple, des joints de type NBR, lorsque vous avez même pour la mise en place des, des interférences. Donc vous avez le joint qui a une dimension plus grande à froid, sans déformation initiale que la rainure dans laquelle il se trouve. Il vient utiliser pour les joints NBR du Lagrangien normal. Ça va vraiment aider, comme c'est une matière qui est très molle, avec du Lagrange augmenté, c'est-à-dire avec de la pénétration, vous allez avoir des soucis de convergence que vous n'allez pas rencontrer avec le Lagrangien normal. C'est un petit peu l'exception dans lequel je le conseille systématiquement. Sinon, si vous avez des problèmes de convergence, il faut se tourner, à part dans cet exemple-là, il faut quand même se tourner sur du Lagrangien augmenté. Au niveau de la deuxième question, c'est là dans la continuité, au niveau des pénétrations, donc la pénétration, quel est l'inconvénient de la pénétration? C'est juste quelque chose qui est physique, c'est en termes de qualité des résultats. Quand vous avez une précontrainte, on va dire quelque chose tout bête, j'ai un ressort qui est précontraint par une goupille.
Si jamais mon ressort pour le pré-contrainte par la goupille, j'ai dû le déplacer, je vais dire quelque chose de bête, je vais dire j'ai dû le déplacer de 1 millimètre. Si ma pénétration de contact, elle est de 0,2 millimètres, mais c'est 20% de ce que j'ai déplacé. C'est-à-dire que je suis en train de perdre 20% de ma précharge. Donc le calcul, il sera réalisé. J'aurais regardé ce que j'ai montré précédemment, que le maillage est bon, que mes différences nodales elles sont bonnes. Donc j'aurais l'impression d'avoir un calcul qui est très précis, mais en réalité, le fait d'avoir une pénétration de 20% du déplacement, ben forcément, j'aurai 20% de force en moins. Ça, c'est clair. Donc c'est là où il faut un petit peu se fixer une limite en termes de pénétration. C'est-à-dire, voilà, j'ai 1 micron de pénétration sur 1 millimètre de déplacement. C'est bon, c'est un facteur 1000. Ça va rien changer. Si j'avais 1 micron de plus ou 1 micron de moins, vous pouvez penser, pas simulation, pensez juste physique, tolérance de fabrication. Si votre ressort ou votre goupille, voilà, on va dire la goupille, si la goupille faisait 1 micron de diamètre de moins, eh bien ça vous aurait rien changé sur la valeur de la précharge. Donc si vous l'acceptez pour la goupille en termes de physique, vous allez l'accepter en termes de simulation dans votre pénétration. C'est un petit peu la démarche à avoir ici. Voilà pour les questions là, que j'ai reçues. S'il y en a d'autres, ben, n'hésitez pas à me contacter directement, à contacter le support si c'est plus général, ou Roberto si c'est des questions commerciales. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça a répondu à vos attentes. C'est la première fois qu'on fait un petit peu sur ce setup-là, un petit peu moitié court, moitié webinaire. Il y aura un formulaire de satisfaction qui sera envoyé. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires pour qu'on puisse aussi améliorer ce type de webinaire, à le reproduire si jamais ça vous plaît. Sur d'autres domaines, j'ai pas beaucoup parlé de l'ASINA, j'ai pas parlé d'acoustique, j'ai pas parlé d'optimisation. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Voilà, là c'était quelques tips and tricks qui reviennent assez régulièrement en termes de questions support. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos autres questions s'il y en a. Donc encore une fois, merci à vous et à très prochainement. J'espère pour certains d'entre vous au moins à demain pour les applications horlogères d'un point de vue plus général pour l'horlogerie. Au revoir à tous.